À la une de l'actualité au Soudan, le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok, nommé ce jeudi par les représentants des protestataires, sera confirmé le 20 août prochain. En Afrique, les girafes sont menacées par une extinction silencieuse. Et puis l'entraîneur franco-bosnien Vahid Halilhodžić a été nommé ce jeudi nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Il succède ainsi à Hervé Renard. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Le président nigérian a suspendu ce mercredi soir Okoye Obono Obla de ses fonctions. Le responsable du comité chargé de recouvrir les biens spoliés de l'État est accusé de corruption et d'avoir falsifié ses diplômes. Okoye Obono Obla a été suspendu avec effet immédiat par Muhammadu Buhari, et ce, dans l'attente des résultats de l'enquête menée par la commission gouvernementale chargée des affaires de corruption, l'ICPC. Responsable du comité chargé de recouvrir les biens spoliés de l'État, il fait face à une série d'accusations dont la falsification de dossiers et des indélicatesses financières, selon une lettre qui lui a été adressée par le gouvernement. L'homme est notamment soupçonné d'avoir utilisé à son bénéfice des fonds saisis dans le cadre de ses fonctions. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi soupçonné d'avoir falsifié son dossier d'entrée à l'université. Okoye Obono Obla proclame son innocence, assurant qu'il est victime d'une cabale montée par des personnes poursuivies par ses services. L'enquête qui le vise constitue un test pour Buhari, réélu en février pour un second mandat. Rappelons au passage que l'ancien général s'est engagé à lutter contre la corruption endémique au Nigeria, mais ses détracteurs l'accusent d'avoir surtout visé des opposants au cours de son premier mandat. Le Nigeria, première puissance pétrolière du continent, est placé au 148e rang des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. La corruption y est un cancer, selon les propres mots de Buhari. Au Soudan, les chefs du mouvement de contestation ont désigné ce jeudi un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, le Soudanais Abdallah Hamdok, pour devenir Premier ministre du futur gouvernement de transition. Il sera confirmé le 20 août prochain par le Conseil souverain. Ancien haut fonctionnaire des Nations Unies, Abdallah Hamdok a été choisi par les chefs du mouvement de contestation pour diriger le prochain gouvernement au Soudan. Il revient au Conseil souverain, future autorité qui conduira la transition, de le confirmer à ce poste mardi prochain. L'alliance de l'opposition nommera également le procureur général et le chef du pouvoir judiciaire. Abdallah Hamdok était le dernier secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il a été fonctionnaire au ministère des Finances du Soudan dans les années 1980, avant le coup d'État militaire qui a placé Omar el-Béchir au pouvoir. Le Conseil souverain, qui sera formé dimanche prochain, selon le calendrier convenu, sera composé de 5 membres des 2 partis et d'un civil désigné d'un commun accord. Et juste après sa mise en place, le Conseil militaire de transition sera dissous. Dans le même temps, la junte militaire de transition a choisi ses membres qui feront partie du Conseil souverain. Lors d'une cérémonie à Khartoum, en présence des dignitaires étrangers, la déclaration constitutionnelle sera signée samedi prochain par les représentants des Forces pour la liberté et de changement FFC et ceux de la junte. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire afin d'investir le gouvernement dont la formation est attendue depuis 7 mois. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la présidente de cette institution. À la demande du président de la République, Félix Tshisekedi, dans sa lettre du 13 août dernier, vu l'urgence et la nécessité, l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire du 19 août au 7 septembre prochain. L'ordre du jour de la session extraordinaire comporte les points ci-après:
la validation des pouvoirs, l'audition du programme et l'investiture du gouvernement, a écrit Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement congolais. Mercredi dernier, la primature congolaise avait indiqué que le président Tshisekedi avait recalé une première monture gouvernementale pour non-respect de la parité et du renouvellement des générations. Investi le 24 janvier après la présidentielle du 30 décembre 2018, Félix Tshisekedi n'a toujours pas de gouvernement en dépit des négociations engagées entre ses partisans et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Le chef de l'État a nommé Ilunga Ilunkamba au poste de Premier ministre au mois de mai sur proposition de l'ancien président Joseph Kabila, dont les partisans ont obtenu la majorité des sièges au Parlement à l'issue des législatives. Sur la base d'un accord conclu entre les deux partis, le prochain gouvernement doit être composé de 65 membres, dont 42 seront issus des rangs du Front commun pour le Congo FCC, la coalition des pro-Kabila. Cap pour le changement CAP du président Tshisekedi comptera 23 membres. La Convention sur le commerce international des espèces menacées se réunit du 17 au 28 août à Genève. Une des propositions en date vise à réguler le commerce international des girafes. Au Kenya, des programmes sont créés pour étudier et collecter des données sur la girafe. Il y a 20 ans, ici à Laikipia, dans le centre du Kenya, les girafes étaient nombreuses. Aujourd'hui, elles se font plus rares. La communauté des Samburu qui habite dans cette région du Kenya avait pour habitude de tuer cet animal. Nous utilisons même la peau pour en faire des médicaments. On avait pour habitude de cuire la viande, de brûler la peau, puis l'utiliser comme médicament. C'est pour ça qu'on les tuait. Tuer une girafe permettait de nourrir une famille entière pour une semaine. Au fil des ans, les girafes réticulées, la sous-espèce qui vit dans cette région du pays, se sont faites de plus en plus rares. Des études récentes montrent que la population a chuté de plus de 60% en 20 ans. Simon et son collègue sont des chercheurs. Ils analysent le comportement de l'animal. Les données récupérées vont leur permettre de mieux comprendre l'espèce. Il y a eu beaucoup d'études de fait sur les lions, les éléphants ou d'autres animaux. Mais en revanche, on sait très peu de choses sur la girafe. Il existe très peu de recherches ou d'études sur la girafe. À l'échelle du continent, le nombre de girafes a diminué de quelques 40% entre 1985 et 2015 pour atteindre environ 98 000 individus selon des chiffres rassemblés par l'Union internationale pour la protection de la nature. Une chute qui a poussé 6 pays africains à proposer une nouvelle régulation sur le commerce international des girafes. Mais certains experts sont sceptiques. Analysons d'abord l'ampleur de ce commerce sur le continent, ou est-ce international aussi, ou les deux? Est-ce que c'est vraiment destructeur pour l'ensemble de la population? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre avant de pouvoir mettre en place des mesures restrictives, à mon avis. Cette proposition, si elle était adoptée, réglementerait le commerce mondial des parties de girafes. Les critiques estiment que les informations limitées disponibles suggèrent que la majeure partie de ce commerce provient d'endroits où le nombre de girafes augmente, comme en Afrique du Sud et en Namibie, où chasser est légal. On parle sport à présent. Vaïd Halilhodžić va prendre les rênes de l'équipe nationale du Maroc. L'entraîneur français a été présenté ce jeudi par la Fédération royale marocaine de football. C'est officiel. L'entraîneur franco-bosnien Vaïd Halilhodžić est le nouveau sélectionneur du Maroc. Libre depuis son départ du FC Nantes début août, l'ancien coach de l'Algérie et du Raja Casablanca, qui a été nommé ce jeudi successeur, donc à Hervé Renard, qui avait emmené les Lions de l'Atlas en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. En prenant la tête de la sélection marocaine, Halilhodžić va connaître sa 3e sélection africaine après avoir entraîné la Côte d'Ivoire entre 2008 et 2010, puis l'Algérie entre 2011 et 2014. C'est une grande responsabilité et bien sûr c'est un grand honneur pour un entraîneur. Vous avez vu les objectifs qu'il a fixés, le président, ils sont très très hauts. C'est un petit peu normal. Le football marocain il mérite place parmi les meilleurs
En Afrique, après cette Coupe du Monde, c'est un petit peu autre chose, mais bien sûr, participation à la Coupe du Monde, pour moi, c'est un objectif premier et très important parce que c'est la quatrième fois que je tente d'amener une équipe aux Coupe du Monde. J'espère que j'aurai cette possibilité. Mais reprendre l'équipe nationale, c'est vraiment un challenge énorme pour moi et les gens qui vont travailler avec moi. C'est avec un grand plaisir, grand honneur et grande responsabilité aussi. Si la durée de son contrat n'a pas été précisée, il devrait percevoir, selon l'équipe, un salaire supérieur à celui de Renard quand il était en poste dans le royaume, 110 000 € contre 100 000 €. Le Bosnien tentera de qualifier le Maroc pour la prochaine Coupe du Monde en 2022. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour. Beaucoup de journaux africains qui nous sont parvenus ce vendredi ont parlé de la cérémonie commémorative du débarquement allié de province qui a eu lieu hier, 15 août 2019, à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Un événement auquel le président français Emmanuel Macron a bien voulu associer deux de ses homologues africains que sont Alpha Condé de la Guinée et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Le quotidien ivoirien Le Jour Plus rapporte en titre « Débarquement en 1944, jour de mémoire en province, Ouattara et Condé aux côtés de Macron ». Pour le tabloïd burkinabé d'information et d'analyse Le Pays, un devoir de mémoire s'impose lors de ce 75e anniversaire du débarquement de province. Le journal qui rappelle comment les soldats d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne ont contribué à la libération de la France en débarquant en Provence il y a 75 ans, estime que ces commémorations doivent servir de tribune pour dénoncer les dérives racistes des partis dits d'extrême droite qui sévissent aujourd'hui en Europe. Le quotidien ivoirien Le Patriote nous apprend pour sa part que lors de ce 75e anniversaire du débarquement de province, Emmanuel Macron s'est montré fier des héros africains. Fraternité Matin, qui s'est également intéressé à ces commémorations, affiche en manchette « Libération de la France, Ouattara salue la contribution des troupes africaines ». Pendant ce temps, le Nouveau Réveil s'interroge sur ce qui se cache derrière l'invitation du président ivoirien à cette cérémonie et affiche en gros titre « Officiellement invité au 75e anniversaire du débarquement de province, et si Macron avait convoqué Ouattara ?» Le journal croit savoir que la Constitution et la présidentielle ivoirienne de 2020 étaient au menu de l'entretien entre les deux hommes après la cérémonie. Au Sénégal, une affaire d'abus de pouvoir contre un pharmacien fait la une des journaux. Le quotidien LAS nous informe ce vendredi de ce que le commissaire Sangaré a été relevé de ses fonctions. Sur la même affaire, enquête placarde en manchette, descente musclée à la pharmacie Serigne Mbaké au cœur d'un abus. Affaire de la pharmacie Fadilou Mbaké, 6 à la patte d'oie, le tétavas du commissaire Sangaré. Le journal explique dans ses lignes que le tétavas est le nom du médicament qui est à l'origine du saccage de la pharmacie Fadilou Mbaké et de l'arrestation du pharmacien Dr Tchekouna Gaye. Fin de cette revue de presse, rendez-vous lundi pour un autre numéro. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera également tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.